dommage. Du coup, j'espère que ceux qui avaient faim ont eu le temps de prendre quelque chose à manger. Parce qu'on là, on va repartir avec Antoine, qui nous avait déjà fait une présentation sur la poésie. Mais là, quelque chose me dit que c'est pas tout à fait le sujet. Quoique, il y a peut-être un peu de poésie dans ce que tu nous as glissé sur ton rapport de mémoire, c'est ça? OK. Attends, je crois que tu es en mute. C'est bon, je l'ai C'est rallumé. bon? Ouais, nickel. Bon, et bah, du coup, je vous laisse avec Antoine qui donc va nous présenter, et ben, le sujet final de ses études. Tout à fait, tout Merci. à fait. Je demande juste est-ce que le micro, c'est bon pour tout le monde? Plus fort? Attends, parce que bon, soit je vais parler plus fort, soit, ça tournera comme ça. Est-ce que c'est bon de l'autre côté? C'est bon de l'autre côté, merci. Bah, bonjour tout le monde, c'est mon deuxième LFT aujourd'hui. Comme, l'a dit Thomas, j'avais déjà fait un LFT sur la poésie qui me touchait, énormément. Mais aujourd'hui, je vais parler de mes études. Je vais parler surtout de mon mémoire. D'ordinaire, j'aurais jamais fait un retour mémoire, en entreprise parce que j'aurais pu prendre n'importe quel sujet, mais bon, pour le coup, ça parle de SVOD et de streaming, donc c'est plutôt, heu, c'est plutôt idoine à la situation. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Antoine, je travaille chez l'équipe, QoS, à la qualité et je suis là en alternance, jusqu'à l'année prochaine pour l'instant. Et je m'excuse pour nos chers camarades, qui sont, pas francophones. Je leur ai quand même laissé un diapo en anglais si jamais ils veulent et normalement l'équipe LFT doit l'avoir entre les mains. Pour que vous puissiez, comprendre un petit peu, aujourd'hui on va un peu parler de tout ça. C'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu déjà de moi, ma vie et pourquoi ce LFT parce que j'adore parler de moi. C'était déjà le cas la dernière fois, mais ce sera encore le cas cette fois-ci. Je vais vous parler de ce mémoire parce qu'évidemment, bah, c'est un travail sur, 7 à 8 mois, donc il a quand même, un petit peu de consistance. Je vais vous parler de l'étude dans son ensemble parce que j'ai su aller voir des gens qu'on aime bien et notamment, notre cher, Jonas tout à l'heure. Je vais vous parler aussi de mes interprétations parce que bien évidemment qui dit recherche, dit qu'il faut aussi apporter sa propre pierre à l'édifice et évidemment les résultats qui intéressent en général, plus que tout le reste de l'étude. Je vous fais un petit disclaimer, aujourd'hui je vais parler de SVOD, mais il faut bien la distinguer, du streaming qu'on fait chez Bedrock. Nous, on fait de la plateforme et de la technique. Moi, je vais parler de contenu, hein, donc je vais parler de Squid Game et je vais pas parler de JSON. Voilà. Hem, donc c'est très important de faire la distinction parce qu'il va y avoir des critiques, notamment sur, l'industrie du streaming qui, parfois peuvent paraître un peu difficiles et je veux pas perdre mon boulot, donc je parle pas de Bedrock, voilà. Hem, donc on va essayer de parler du streaming dans son ensemble, mais le sujet est quand même très orienté, bien évidemment. J'ai dû, contraindre mon mémoire. Donc on va parler beaucoup de Netflix et on va parler beaucoup de contenu Netflix. Je vous fais un petit peu de storytelling, pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi ce sujet. Donc à la base, relié à mes études, j'avais pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Je fais des études dans le jeu vidéo et on était assez libre de faire un sujet qui parle de divertissement ou de tech. Et je me suis rendu compte, en discutant un peu avec, ma mère, qu'on n'avait jamais vraiment regardé la télé et que depuis que j'existe, on a toujours eu un abonnement Canal ou Netflix ou un abonnement YouTube plus récemment ou même, Disney+ et tout ce que vous voulez. Et en fait, depuis, je pense les années 90, ma mère n'a jamais regardé la télé et moi non plus. Moi je suis pas né en 90, je suis né en 2002, mais remettez, dans les bonnes années. Et en fait, j'ai toujours eu la l'opportunité d'avoir un abonnement sur quelque chose et ça me paraissait normal de parler de quelque chose sur lequel je passe un temps monstrueux, c'est-à-dire à me perdre entre, des séries, Disney ou, à attendre, de savoir qui va récupérer la licence Friends, voilà. Heu et pour que vous puissiez, un petit peu plus comprendre, moi je suis très intéressé par les sujets qui tournent autour du divertissement. La dernière fois je vous ai parlé de poésie, donc ça reste un divertissement comme un autre. Je suis très, comment dire? Sensible au sujet télévisuel parce que pendant un temps, je me tapais, des nuits de la pub, avant que la pub devienne, inintéressante sur la plupart des chaînes télé, et que maintenant je comprenne comment ça fonctionne chez Bedrock. Et donc je me suis dit: «S'il y avait un rapport, un truc intéressant, essayer de travailler autour de, le streaming et c'est quoi le streaming dans son ensemble?» Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé chez Bedrock. Je vais vous contextualiser parce que, bah, il y a plein de gens qui ont jamais fait de mémoire et qui voient pas trop à quoi ça ressemble et même ceux qui en ont fait, ça leur rappellera des traumatismes. Heu, Globalement, un mémoire, c'est un dossier de fin d'études d'une, cinquantaine à une centaine de pages qui est censé traiter d'un sujet et d'une problématique qui est censé faire avancer plus ou moins, en tout cas l'industrie ou le secteur dans lequel on bosse, à moins grande échelle qu'une thèse.
Moi, donc mon école s'appelle le Gaming Campus. Outre le nom qui donne l'impression que je passe ma journée à jouer à LOL, c'est pas le cas. C'est une école de commerce, spécialisée dans le jeu vidéo et la tech et donc on m'a demandé de faire un rapport d'environ 50 pages, sourcé et documenté avec une étude quantitative et une étude qualitative. Un mémoire, ça a pour but d'être plutôt neutre. Moi, mon sujet et la façon dont je l'ai traité n'était pas très neutre, parce que j'ai eu tout de suite des biais. Ça n'a pas trop dérangé, mon tuteur et ça m'a pas empêché d'avoir une bonne note, mais c'est pour que vous sachiez que ce dont je vais parler est globalement un peu biaisé. Et quand même, ben, dans tous les cas, vous voyez bien la tronche de mon campus, le mémoire sur le streaming, ça n'a aucun rapport avec ça et pour autant, ils ont quand même accepté le sujet, donc c'est leur problème. Donc voilà mon sujet, voilà la magnifique couverture de mon mémoire de 77 pages. Netflix et la consommation de notre culture influencent-ils notre comportement en tant que société? Un bien vaste sujet, évidemment, qui nous questionne sur beaucoup de choses. Déjà, il faut comprendre que pourquoi j'ai pris Netflix. Ça peut paraître assez évident, mais c'est la plus grosse plateforme actuellement, dans le monde. C'est l'équivalent de plus de 300 millions d'adhérents, comparé à, bah, par exemple, ceux qui sont juste derrière, qui sont Prime avec 230 millions et Disney à 180 millions de personnes. C'est quand même un sacré chiffre. Donc il y avait quand même plus de choses à récupérer, même si, Netflix est une boîte très cryptique qui ne donne absolument jamais ses chiffres et ça, c'est un enfer. Heu, on va parler de société, on va parler de culture, on va parler de streaming. C'est des notions qui sont très conceptuelles et qui sont très souvent utilisées en sociologie avec des biais très différents. Donc je vais gentiment regarder mon script et vous donner les définitions que j'ai décidé de prendre, pour que vous ayez le cadre un petit peu de cette étude. La société, j'ai pris une définition de Émile Durkheim qui dit qu'en s'agrégeant, en se pénétrant, en se fusionnant, c'est très bizarre cette définition, les âmes individuelles donnent naissance à un être, psychique si l'on veut, mais qui constitue une individualité psychique, d'un genre nouveau. Et merci Émile, on n'a rien compris. Globalement, la société est considérée comme étant un ensemble de personnes qui œuvrent dans un groupe, et avec une seule entité qui leur permet de se définir comme étant un groupe homogène. Ensuite, je vais parler beaucoup de culture. Pareil, la culture, c'est plein de choses parce qu'il y a des cultures, traditionnelles, il y a des cultures contemporaines, il y a les cultures de tel ou tel pays. Moi, je me suis arrêté sur une définition, de Guy Rocher qui était plutôt pas trop mal, et qui était beaucoup trop longue, du coup, j'hésite même à vous la lire, mais qui disait que c'était un ensemble lié de façons de penser, de manières d'agir ou de se sentir qui sont plus ou moins formalisées. Donc bah, les lois, les systèmes, avoir, accès au même type de connaissances, tout ça, ça forme une culture et je n'oserais pas vous donner la définition du streaming. Pour travailler, j'ai essayé de bosser sur plusieurs axes de pensée pour que mon mémoire soit un petit peu structuré. Je vous promets qu'un jour on commence, hein. Heu, donc j'ai essayé de travailler sur 4 axes de pensée. Un premier économique qui m'a permis de déceler, et de faire un état des lieux de tout ce qui se passe. Derrière, ça va embrancher évidemment, parce que c'est un mémoire de sociaux, sur forcément de la sociologie, pour essayer de comprendre, et remettre au centre de mon sujet l'individu par rapport à l'environnement dans lequel il évolue. J'ai hélas, j'en reparlerai un petit peu après sur la partie des champs sociaux, dû parler d'un mec que j'aime pas, qui s'appelle Bourdieu. Parce que, bah, c'est quand même un des piliers de la création et de la sociologie, bah, contemporaine, occidentale. Et derrière, j'ai essayé de réfléchir sur un aspect culturel et technologique, voir un petit peu comment, toutes ces choses qui sont, contemporaines et nouvelles avec, l'IA, avec, l'évolution, des dark patterns, le travail autour du tout numérique et de la numérisation ont un impact plus ou moins important sur, les personnes que nous sommes. Et on commence pour de vrai. Donc, on va parler un petit peu d'économie. Pourquoi on parle d'économie dans un mémoire de sociaux? Parce que globalement, les acteurs, que sont les individus sont hyper dépendants de leur porte-monnaie et dans un système comme le streaming, qui est un système capitaliste, globalement, vu qu'on a besoin de payer un abonnement et que quand on regarde Netflix qui a une augmentation de 10 € sur son prix d'abonnement en 10 ans, ça a un impact hyper important sur l'individu en tant que tel et donc moi, je me suis posé 2 questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un lien entre le monopole culturel, la centralisation des médias et la standardisation des contenus? Je vous en parlerai juste après. Et la société de consommation, parce que c'est aussi un gros mot, la société de consommation, est-ce qu'elle a son rôle à jouer dans les comportements sociaux? Bon, quand on regarde ces questions, en général, on a déjà la réponse «oui», mais oui, comment?
Désolé pour le passage du noir au blanc, ça doit péter les yeux un peu. Donc pourquoi je parle de monopole? On va essayer de se questionner un petit peu, qui sont actuellement en France et en Europe les plus gros acteurs des médias possibles? Donc on a le groupe RTL, ça c'est nous, super. On a le groupe qui appartient à Vincent Bolloré, qui reprend Canal et cetera. On a France Télévisions qui est nationalisée et récemment, on a la CMA-CGM qui rachète des médias indépendants comme Brut. Donc ces 4 gros piliers, sont quand même hyper importants et comprennent, la globalité de la télévision en live, mais aussi en VOD et ne comprennent pas tout ce qui va être, Netflix, Amazon, Apple TV et cetera. Mais globalement, la télévision dans son ensemble est gouvernée par ces 4 personnes, enfin ces 4 groupes-là. Donc de base, on a déjà un monopole de la télévision et des médias. En plus de ça, si on s'intéresse au relais d'information de ces gens-là, globalement, qui c'est qui possède les médias dans leur ensemble? C'est des gros groupes, financiers, genre Meta, qui possèdent la plupart des réseaux sociaux qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire, Facebook, WhatsApp, Instagram. C'est, des groupes enfin, c'est des magnats de la finance comme Elon Musk qui possède X, anciennement Twitter. Donc globalement, sans vouloir dire que je ne contracte pas et que je suis complotiste, il y a un contrôle légitime des informations parce qu'on a un petit groupe de personnes qui ont accès à énormément d'informations. En plus de ça, le streaming, là-dedans, il est dépendant de tous ces énormes groupes parce qu'il y a des actionnaires qui viennent en faire partie, qui ont, un rôle économique important, dans le choix, des contenus et de l'évolution financière et aussi, est-ce qu'on va, shut down ou pas un projet. Typiquement, on peut le voir récemment avec la CMA-CGM qui rachète Brut et la moitié, des journalistes de Brut qui se barrent parce que ça leur va pas. Et puis en plus de ça, actuellement, on l'a vu avec, le Covid, l'explosion de très, très grosses plateformes de streaming qui sont gérées par les plus grosses boîtes du monde, genre Prime Video, géré par Amazon, plus grosse plateforme de vente en ligne, bon, même s'il y a Alibaba et bon, c'est discutable, Apple TV, Disney et cetera, que Netflix qui finalement reste plus ou moins indépendant. Et puis en plus de ça, globalement, on a des gros chiffres. C'est-à-dire que Netflix, il est présent dans 40 des foyers français, donc il est quand même très, très présent. Ça correspond à environ, 100 non 10 millions de personnes quand même en France. Et en plus de ça, sur le portefeuille global des Français, on remarque une chose, c'est que les Français, depuis 2023, ils augmentent leurs dépenses en frais audiovisuels, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser plus de sous pour avoir accès à Netflix, à Disney+, à YouTube Premium. En revanche, ils vont dépenser moins 11 sur, les livres, le théâtre, le cinéma en général. Donc on voit quand même que globalement, il y a une augmentation assez importante, des dépenses, ce qui fait qu'on centralise un peu plus dans notre aspect culturel, le streaming en général. Ce qui est plutôt une bonne chose pour notre industrie, globalement, qui peut être aussi, pondéré par le fait que c'est peut-être moins une bonne chose pour les autres, secteurs économiques de la culture. Ensuite, il y a tout l'aspect sociologique. Donc évidemment, on se questionne sur l'individu, sur les sociétés, ses droits, la façon de consommer de façon complètement brute. Donc ça m'a entraîné vers 2 questions, qui sont la première: est-ce qu'on va vers une mort du disque, une mort du DVD, une mort de la possession et de l'identité? Et la deuxième question: quelle place pour un consommateur et une personne qui ne consomme pas? Bien sûr. Notre société est de plus en plus numérique. Elle est vachement quand même, fonctionnelle par le système capitaliste, qu'on le veuille ou non, que mon mémoire soit politisé ou non, on peut pas dire qu'une personne qui ne consomme pas soit une personne qui soit tout à fait comme une personne qui consomme. Et ça, Lucia Reich, elle a vraiment un nom de merde, hem, l'a très, très bien compris. Globalement, elle a défini, une catégorie sociale de consommateurs qui s'appelle le sous-consommateur. C'est la personne qui n'a pas accès, en fait, à la consommation en général. Elle va consommer moins que les autres et donc de fait, elle va avoir accès ou en tout cas moins accès, à un capital culturel important. Parce que globalement, donc on voit les prix qui augmentent, chez les plateformes de streaming depuis plusieurs années. Ça comprend toutes les plateformes de streaming, hein. J'entends aussi pour l'audio, Spotify qui monte, Deezer qui monte, Netflix, Disney, tout ça. Donc ça perd un petit peu en termes de possibilités et d'accessibilité, ça devient de plus en plus cher. On l'a aussi vu de l'autre côté, hein, c'est-à-dire que sur la partie traditionnelle, le cinéma, coûtait, il y a pas si longtemps que ça, toute proportion gardée, vachement moins cher et maintenant c'est quand même 14 € pour voir, un film qui n'est pas en 3D, et qui est, mal doublé. Bon, ça donne quand même vachement peu envie.
Donc globalement, avec, notre sous-consommateur, on crée une disparité sociale entre ceux qui ont le droit de consommer et ceux qui n'ont pas la possibilité de consommer. Je vais prendre un exemple super bête. On va se prendre dans une cour de récré, OK? Il y a les gamins qui ont vu la série et il y a les gamins qui n'ont pas vu la série. Je pense que tout le monde peut voir ça parce que même chez Bedrock, on l'a. Il y a les gens qui ont la ref et il y a les gens qui n'ont pas la ref. Et socialement parlant, ça crée des discriminations assez fortes. C'est-à-dire que grâce, ou plutôt à cause, d'un accès à la culture, on fait en sorte qu'il y ait des séparations et des distinctions entre les personnes. Ça a toujours été, mais dans un système, qui est vachement poussé par l'achat et la consommation, la personne qui n'a pas accès à la consommation est forcément lésée. D'un autre point de vue, on a aussi l'accessibilité absolue, ou ce qu'appelle, monsieur Champy comment il appelle ça? L'accès illimité à la culture. C'est-à-dire qu'il se questionne sur, la fin de la possession, ou plutôt l'impossession culturelle. Avant, on avait des vidéoclubs, avant on allait acheter nos CD, maintenant on regarde en fonction du nombre de streams, on regarde en fonction du nombre de likes. Donc notre rapport à la culture a évolué, on regarde en fonction du nombre de places, on regarde pas en fonction du nombre de capital que ça a donné. Donc, en plus de ça, on a une distinction assez forte entre est-ce que je suis un consommateur qui possède de la culture, donc à l'ancienne, est-ce que je suis un consommateur qui a accès à la culture? Est-ce que nous, en tant qu'individus, l'identité qu'on a se crée par rapport au fait qu'on a 18 000 vinyles des Daft Punk à la maison et c'est trop cool? Ou est-ce que ça se joue sur le fait que on a un abonnement à Netflix, puis en parallèle à Disney, puis en parallèle à Canal, puis à HBO, puis à tout ce que vous voulez? Donc en fait, notre identité en tant qu'individu a aussi évolué en fonction du streaming qui est rentré dans notre vie de tous les jours. Puis en plus de ça, si on revient sur ces questions économiques et monétaires, le sous-consommateur, lui, va peut-être finir par avoir accès à une plateforme, là où de plus en plus de personnes ont accès à plusieurs plateformes et dépensent des sommes folles pour pouvoir payer tous les mois, plusieurs abonnements. Je suis à peu près sûr que dans la salle, tout le monde a un abonnement soit Qobuz, soit Deezer, soit Spotify et en plus a soit Canal, soit Disney, soit Amazon, soit quelque chose. Qui n'a pas au moins un des 2 abonnements? Est-ce que vous avez accès à des plateformes indépendantes à la place? Non, Pascal, rien? OK. Bon, mais il faut bien que ça rentre dans mes stats aussi. Donc tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, c'est essentiellement lié à mes lectures scientifiques et à mes articles. Mais il a quand même fallu que je fasse une étude de terrain à un moment, que j'aille parler à des gens, que je fasse une étude quantitative. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont répondu à mon questionnaire quand je l'ai, partagé chez Bedrock. Vous m'avez permis d'atteindre, l'équivalent de 250 réponses qui était, la l'exhaustivité nécessaire pour que mon questionnaire soit cohérent et qu'il ait le droit à une vraie étude. Donc merci beaucoup à toutes les personnes. Je vous applaudis moi tout seul, c'est très gentil. Et puis surtout, je suis allé voir des experts parce que, créer de la donnée en étant, un kidam, ça n'apporte rien et en général, personne ne va accepter la source, ce qui paraît logique. Du coup, je suis allé voir 8 personnes qui gravitent autour du domaine du streaming de plusieurs façons différentes. Je vais vous les présenter. La première, vous la connaissez très bien, c'est Jonas qui m'a donné, 40 minutes de son temps pour qu'on discute de streaming dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on comprenne un petit peu, les comment dire? Les grandes venues et surtout ce qui va, potentiellement mourir dans les années à venir. J'ai pu parler aussi à l'ancien, community manager de Netflix France, qui est à l'origine du To Doom qu'on connaît tous. S'il y a des gens qui sont abonnés au réseau de Hugo Décrypte comme Elan, vous devez forcément connaître Arnissa parce qu'elle est dans quasiment toutes les vidéos, de Hugo Décrypte et c'est une ancienne camarade de fac. Donc on a pu discuter aussi de la vision journalistique et de l'actualité liée autour, du streaming. Donc toutes ces personnes-là m'ont apporté énormément de connaissances. J'ai eu le droit aussi à parler avec des producteurs de cinéma indépendants et à des réalisateurs de documentaires indépendants qui ont un point de vue, vous l'imaginez bien, un petit peu plus cinglant par rapport au streaming parce qu'ils perdent des revenus, par rapport à ça, parce qu'eux, ils travaillent sur un cinéma, on va dire, plus à l'ancienne. Je remercie d'ailleurs beaucoup Henri Poulain qui m'a accompagné sur plusieurs sujets, pendant le mémoire. J'ai aussi eu le droit à l'accès à la partie législative parce qu'évidemment, qui dit nouvelle technologie, accès à un nouveau type de culture, il faut aussi un encadrement juridique par rapport à ça, qui évolue nécessairement par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et puis pour finir, la partie économique
qui m'intéressait, c'était, Sophie Sachnine, qui est donc l'ancienne directrice générale de Metro News et qui était aussi, à la base, la directrice, des comptes de TF1 et j'ai pu parler avec Samuel Zarka, qui est donc un docteur en sociologie de la technologie, et des médias. Globalement, mes sources étaient plutôt intéressantes, je remercie toutes les personnes qui ont réussi à me filer ces contacts-là. Grâce à mes discussions avec ces personnes-là et au suite à mes études, j'ai commencé à travailler sur la réflexion de qui influence qui? Parce que c'était la question de base, est-ce que Netflix influence nos comportements sociaux? Et bah, je suis arrivé, tout de suite, à chaque fois dès qu'on fait de la sociologie, on arrive forcément sur Monsieur Bourdieu, qui nous parle de champs sociaux et de théorie des reflets. Donc le streaming est-il le reflet de notre culture ou bien la culture est-elle le reflet de Netflix? Question un peu logique, le l'œuf ou la poule? L'importance du récit est-elle contingente à notre civilisation? Des jolis mots bien compliqués pour juste dire: «Est-ce que le récit c'est cool ou c'est pas cool?» On va parler un peu de théorie des reflets qui a été quand même, assez complexe pour moi à traduire et à comprendre. Je voulais me questionner, c'est-à-dire que, nécessairement, si Netflix fonctionne comme ça, soit ils ont capté quelque chose dans la société qui fait qu'ils fournissent des contenus tels qu'ils sont, soit ils sont alimentés par nous, soit nous sommes alimentés par eux et à un moment, il y a quelque chose qui s'échange. La théorie des champs sociaux, en fait, elle essaie d'imaginer que chaque champ social joue l'un avec l'autre. Globalement, le champ politique a forcément une influence sur le champ sociologique, qui lui-même a une influence sur le champ politique, qui a une influence sur le champ culturel, etc. etc. En gros, tout finit par se mêler et à amener à un point convergent. L'idée ici, c'était de transposer cette théorie-là par rapport au streaming et je n'ai toujours pas la réponse après 7 mois de travail pour savoir qui influence le plus qui, hein, globalement. Heu, je vous donne un exemple typique de théorie des reflets avec du contenu Netflix brut. On va prendre, Lupin, par exemple, qui est une série, franco-américaine, vu qu'elle est produite en France, réalisée par des Américains et jouée par des Français, avec un point de vue américain. Qui influence le plus qui dans cette série? Est-ce que c'est la société française qui influence les réalisateurs américains dans leur façon et leur vision de la France? Ils vont prendre un acteur français. Est-ce que c'est Netflix qui, elle, influence les Français dans la conception et la visualisation de la réinterprétation d'un bouquin britannique? Ouais, compliqué, hein? Compliqué. Bah, du coup, c'est un peu ça que je me suis posé et que j'ai essayé de transposer ça avec plusieurs séries pour savoir qui jouait de quoi. En plus de ça, on peut se poser la question, Netflix, par rapport à plein d'autres plateformes, elle a quand même, elle s'étiquette, elle, comme étant une société, je vais mettre des très, très grosses guillemets, «woke», globalement progressiste et qui va chercher à, mettre en avant des valeurs qui sont, plutôt positives et bon, pour pas citer le mot, de gauche, ou en tout cas démocrate pour les Américains. Heu, est-ce que, Netflix est influencé par la société contemporaine quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement? Pas vraiment, mais est-ce que pour le coup Netflix nous influence par rapport à ça, en nous partageant des valeurs qui sont plus progressistes. Quand on voit le monde actuel, pas vraiment non plus. Donc qui arrive à influencer qui en finalité? C'est un peu la vraie question. C'est-à-dire que la théorie des reflets, elle fonctionne bien parce qu'on arrive à comprendre certaines choses. Elle a quand même ses limites parce que quand on met en cas pratique, l'étude de toutes ces choses qui sont censées se répondre, finalement ça se répond pas vraiment. Et l'autre question qu'on a, c'est quelle est la force du récit? Hem, vous voyez tous à quoi, ressemble, l'allégorie de la caverne de Platon. Peut-être, peut-être pas. Globalement, il y a des gens qui sont dans une caverne et tout ce qu'ils voient, vu qu'ils font dos à la sortie de la caverne, c'est le reflet, enfin, c'est les ombres qui sont projetées contre le mur et pour eux, cette réalité des ombres, c'est la réalité globale. C'est leur vérité absolue. Un jour, il y a un mec qui sort, il voit dehors, il fait: «Putain les gars, c'est fou, c'est pas comme des ombres dehors» et les gens ne le croient pas. C'est un peu la même chose avec, la culture qu'on nous projette avec, le streaming. Je parle toujours de contenu. C'est la création d'une civilisation qui est liée par rapport au récit qu'on lui donne. C'est-à-dire que si Netflix a la possibilité de créer ses propres récits, comme toutes les autres plateformes et comme YouTube et comme tout le reste, est-ce que nous, notre réalité n'est pas créée par les récits que nous, on absorbe? C'est-à-dire, est-ce que notre, monde ne fonctionne pas tel qu'il est parce qu'on a vu Lupin? Non, peut-être pas Lupin, mais vous avez compris un peu ce que je veux dire? C'est que, est-ce que l'impact du récit n'est pas nécessaire à notre compréhension d'une civilisation? Si on regarde par rapport à si vous avez le temps de lire ce qui est écrit en bas,
Les récits, c'est ce qui forme une civilisation dans son ensemble. C'est l'ensemble de la mémoire et des recherches qui sont faites et qui viennent, elles, créer derrière un acquis et une base de conscience pour que les gens puissent créer la suite. Sans ça, il se passe rien. Mais il faut bien qu'il y ait quelque chose au départ. Et on en revient à notre théorie des reflets, et j'ai toujours pas la réponse à cette question. Voilà. Après, il y a une question qui va peut-être fâcher un petit peu Bedrock, donc je vais la prendre des pincettes. C'est la question de notre monde évolue sur un spectre culturel et un spectre technologique jusqu'à rendre l'être humain peut-être un peu fainéant. C'est-à-dire, est-ce que la culture n'est pas devenue un peu plus facile? Est-ce que nous sommes en train de devenir flemmards à cause du numérique? Et est-ce que l'IA, c'est genre vraiment pas bien du tout pour la culture en général? Globalement, on vit une époque que les sociologues appellent le tout numérique. C'est-à-dire que la Gen Z, elle naît avec un téléphone entre les mains, elle naît avec la technologie au bout des mains constamment et elle n'est pas forcément hyper, comment dire, hyper habile avec la tech, mais au moins elle est censée être née avec. Et donc elle prend les habitudes de la tech. Ce qui est radicalement différent d'une personne qui évolue en connaissant la tech et sans la connaître. Le monde actuellement n'est fait que de numérique, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire des blagues dessus, mais tout a une possibilité à être dématérialisé. On n'a pas nécessairement besoin d'aller faire ses courses dans la vie, on peut les commander. On n'a pas nécessairement même besoin de manger parce qu'on peut la commander aussi. On n'a pas nécessairement besoin de voir des gens parce qu'on a inventé les réseaux sociaux. Le cinéma, pourquoi on irait? On a le streaming. On a accès à peu près à tout et n'importe quoi en termes de musique depuis que Spotify a cassé les codes de la propriété intellectuelle musicale. Donc pourquoi on irait s'emmerder à faire des trucs dehors alors que le monde est déjà complètement à portée de main dans un téléphone ou un Mac? Et en plus de ça, donc l'IA qui a eu le droit d'exploser grâce à OpenAI et son ChatGPT, qui a ouvert la porte à plein de trucs, derrière, que ce soit en génération d'images, de textes, de musique, de sons. Bah, en plus, si en plus on a ça, quel est vraiment l'intérêt d'aller s'intéresser à la culture qu'on va dire traditionnelle, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, la lecture et cetera? Donc ça, c'est des vraies questions qui sont au-delà même de mon mémoire sur des questions philosophiques et sociologiques et éthiques, de savoir si l'IA a un impact important ou non sur notre culture. Je pense que oui, mais la question c'est est-ce que tout est devenu trop facile pour nous? Le streaming, dans son ensemble, il a eu tendance à se faciliter en termes de contenu. On voit petit à petit au sein des mêmes plateformes une forme de standardisation des contenus. Je vous prends un exemple tout bête. Netflix, toujours dans mon sujet, ils ont sorti La Casa des Papel, ça a trop bien marché, 3 saisons. Ils ont sorti La Casa des Papel, version coréenne, texte le même. Juste, ils ont pris les acteurs coréens, ils les ont foutus à Séoul, c'est la même chose. OK? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ils ont sorti Élite, des jeunes qui ont, une sexualité exacerbée et qui consomment de la drogue et de l'alcool. Combien de séries espagnoles ou même de séries qui parlent d'adolescents avec les mêmes, sujets sont sorties à la suite d'une série comme celle-ci qui a vraiment fonctionné d'un point de vue commercial? Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que le streaming, au-delà d'être un art de l'audiovisuel, ça reste un contenu commercial. L'objectif principal de ces boîtes, c'est de faire de la thune et que vous restiez sur leur plateforme et nous, on le sait, vu que c'est nous qui faisons les plateformes, pour que les personnes consomment le plus possible et que leur temps d'attention ne passe pas sur une autre plateforme. Donc, elles vont essayer de faire en sorte que vous soyez toujours satisfait de ce que vous regardez. Et si un contenu vous plaît, elle va vous fournir encore plus de contenu qui vous plaît, donc un contenu standardisé et qui va faire la même chose et la même chose. Ça, ça fonctionne pour le streaming, mais ça fonctionne aussi en termes de systémisation autour du streaming dans son ensemble, c'est-à-dire les livres et aussi la musique, hein, parce que maintenant on fait aussi du streaming de livres vu qu'on a bonjour, je m'appelle Nicolas Sarkozy, je vais vous lire Le Temps des tempêtes. Donc bon, on n'est pas à ça près. Euh, mais vous l'avez aussi en termes de musique, parce que en termes de musique, ça a toujours été, mais la musique qui marche, on vous fournit encore plus de musique qui marche. Et quand on regarde les scandales qu'il y a en ce moment avec Deezer et Spotify, avec l'intégration d'artistes IA qui sont poussés par l'IA de ces mêmes plateformes pour pouvoir avoir accès à plus de personnes, alors que la musique en tant que telle, bah, nous, on ne sait pas que c'est des IA qui font cette musique-là, on se retrouve encore une fois avec une standardisation de la musique parce que l'IA n'est pas créative. Ce qui nous amène aussi au sujet de l'IA, c'est-à-dire est-ce que l'IA, c'est une bonne chose pour notre évolution en tant que société sur la question culturelle? C'est très très bien pour nous faciliter la vie au quotidien dans notre façon de travailler, c'est super bien pour faire du code, c'est super bien pour apprendre, pas toujours, c'est super bien pour globalement arriver à organiser ses idées, à synthétiser, etc. Est-ce que sur le plan culturel, ça nous apporte réellement des choses?
Les sociologues se mettent à peu près tous d'accord pour dire que les gens qui ont accès à un capital culturel important sont souvent les personnes qui ont accès à un capital économique fort. Parce que la culture dans notre société contemporaine, ça coûte des sous et c'est très rarement gratuit. Donc, si les personnes qui ont accès à ce capital culturel fort consomment plus de choses standardisées, leur niveau de capital intellectuel, ou en tout cas culturel, va baisser. C'est ce qu'on appelle littéralement un nivellement par le bas. Donc la vraie question, c'est de savoir, derrière tout ce mémoire, est-ce que le streaming participe à un nivellement par le bas du capital culturel mondial? Je me suis arrêté sur ça quand j'ai fini mon mémoire, parce que, parce que je commençais à être déprimé, déjà, parce que j'étais en train de me dire, c'est quand même un peu emmerdant, parce que ça, c'est mon prisme par rapport à mes études, mais dans les faits, le streaming, ça apporte aussi plus d'accessibilité à la culture dans son aspect général. Il faut jamais oublier que le contenu produit par les plateformes peut être standardisé, mais ils ont aussi accès à du licensing et on peut avoir accès à des films d'un ancien temps ou même contemporains qui sont sortis et qui ne sont pas forcément sous bannière Netflix ou sous bannière Disney ou ce qu'on veut voulez. En plus de ça, 21 € par mois comparé à aller 3 fois au cinéma à 14 € à chaque fois, on ne voit pas ni le même contenu, ni même la quantité de contenu et ça coûte pas la même sou. Donc dans les faits, le streaming est quand même un véritable bonus en termes d'accessibilité à la culture. Mais pour répondre à notre problématique, parce que c'était quand même le but de mon mémoire, oui. Voilà, oui, qui l'eût cru? Incroyable, forcément Netflix impacte notre façon de fonctionner. Parce que on a eu une recherche du confort qui est très importante avec l'avancée du streaming dans notre monde. On va pas forcément autant au cinéma qu'avant. On le voit d'ailleurs avec les chiffres, le cinéma s'est écroulé à la sortie du Covid. On reste chez nous, il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui se sont achetées de plus en plus d'enceintes chez eux pour pouvoir se faire un petit home cinéma. Donc globalement, oui, ça nous influence. J'en ai parlé sur la partie consommateur. Les sous-consommateurs sont mis de côté. En plus de ça, nous, on se déplace de moins en moins. Et en plus de ça, on se standardise en termes de contenu culturel. Donc évidemment, Netflix et tout ce qui va avec a eu un impact plus ou moins positif ou négatif sur notre société en tant que personne et individu. Ça, c'est pour le mémoire. C'est un peu triste, je suis désolé. J'aurais bien aimé que ce LFT soit beaucoup plus positif, mais hélas, quand on fait des recherches, on arrive sur ça. Je ne voulais pas forcément avoir ce biais-là à la base. Mais bon, qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai fini ce mémoire et que je l'ai rendu et que je l'ai présenté en juin dernier? Déjà, vous serez content de savoir que j'ai eu une bonne note, ça c'est cool. Que je ne poursuivrai pas le mémoire en M2 parce que mon école ne pousse pas assez à ce que le mémoire ait un intérêt, il ne sera pas publié, donc ça me fait un peu chier. En revanche, moi, sur mon temps libre, je vais en faire un livre blanc parce que ça, ce n'est qu'un prisme du streaming, mais un livre blanc du streaming dans son ensemble pour avoir les tenants et les aboutissants sociologiques, économiques, philosophiques et éthiques du streaming, je trouverais ça très intéressant. Donc pouvoir travailler dessus et avoir l'autre prisme beaucoup plus positif, ce serait aussi cool. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère surtout, parce que c'est un sujet dense, que ça a été clair pour vous. Faut pas que tu déconnectes tout de suite. Et ben merci en tout cas pour ce talk, Antoine. Je voulais savoir si dans la salle, vous aviez des questions? Parce qu'on en a au moins une à distance, c'est bien sur le Slack, je crois que j'en ai vu passer une. Pas de souci. Donc du coup, attends, je répète juste la question pour ceux qui sont sur YouTube. Donc, quel impact indirect, notamment pour ceux qui ne consomment pas de streaming? Alors, donc on l'a vu sur le spectre économique, ceux qui ne consomment pas de streaming font partie, en tout cas pour le sujet en question, des sous-consommateurs. Donc déjà, il y a un discrédit et une discrimination qui se fait plutôt d'office avec les personnes qui peuvent être assez radicales dans la façon d'avoir accès à la culture. Et au-delà de ça, eux, leur impact, bon, ils vont déjà avoir un impact économique beaucoup plus faible, mais ça n'empêche pas qu'en dehors du streaming, ils aient accès à d'autres choses et que le tout numérique dont j'ai parlé finisse par les faire aller dans le même axe que les personnes qui consomment du streaming. Le streaming ici n'était qu'un propos par rapport à juste une étude de ce que le numérique nous fait actuellement en tant que société, dans les faits. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais un impact indirect, à part le fait d'être un peu mis de côté
et de se considérer un peu moins comme étant, un individu faisant partie d'une société. Il y a pas grand-chose, même si ça peut être un peu problématique. Est-ce qu'on a d'autres questions, Sébiane? Non? Eh ben, merci beaucoup, Antoine. Pour le reste, on va prendre, une petite pause. On revient à -15, c'est ça?